Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui après un long week-end où perso j'ai bien profité de la mer, complètement déconnecté, pas sans regret parce qu'il y a eu beaucoup d'infos qui sont sorties au PSG, mais on va reprendre le fil de tous ces événements dès ce soir en vidéo. Je tiens aussi à préciser que le rythme des vidéos sur la chaîne sera un peu moins dense que sur le mois dernier parce que j'ai commencé aujourd'hui un nouveau stage qui est beaucoup plus intense que celui dans lequel j'étais jusqu'à la semaine dernière. Donc autant vous dire qu'on fera plus une vidéo par jour, mais plutôt tous les 2-3 jours et potentiellement plus de vidéos les week-ends aussi. Bref, commençons avec le dossier inattendu, la surprise du week-end, Xavi Simons bien évidemment, parce que ok, Fabrizio Romano nous saoulait sur le dernier mois avec ses informations réchauffées tous les jours dans lesquelles il nous disait le PSG veut lever la clause de rachat valable du 1er au 31 juillet, la décision finale revient au joueur, mais rien n'allait dans le sens d'une décision favorable de la part du joueur justement. Ses déclarations au mois de juin n'allaient pas dans ce sens-là. Il te dit, à ce que je sache, le PSG n'a pas de coach. Ici, il y a Peter Bosz qui vient de signer. Même si au cours de la saison, il répétait aussi son attachement au PSG. Son poste, demi-espace gauche, aile gauche, si vous voulez, même si on y reviendra plus tard dans la vidéo, est quand même victime d'un vrai embouteillage au PSG. Mbappé et Neymar en plus, plus le temps passe, plus ils devraient rester, donc c'est un peu bouché pour Xavi. Donc voilà, tout ça allait un petit peu dans le sens d'un dossier, un petit peu un faux dossier, un feuilleton qui n'allait pas aboutir. Et au final, encore plus surprenant, eh bien il vient, non pas pour jouer, mais pour repartir à Leipzig en prêt sans option d'achat. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai tapé ma tête contre un mur, je me suis claqué pour me dire, est-ce que c'est vrai? Parce que vraiment, c'est la première réaction, j'ai été ultra surpris. En plus, pour ceux qui sont sur Twitter, la première info que j'ai vue qui allait dans ce sens, c'était le tweet de retour d'Adrien Grenier qui est parti depuis des mois et je me suis dit, mais c'est un compte fake qui te poste ça en réalité. Donc vraiment, ça m'a un petit peu déboussolé quoi. Que Vlahovic sorte, c'est complètement logique. Hein. Jusque-là, on n'a pas eu d'informations ultra inattendues. Bien sûr, la lettre Mbappé et Lee Kang-in aussi. Mais vraiment, Xavi, ça m'a vraiment surpris. Bon bref, c'était mon ressenti. Maintenant, passons au côté objectif. Donc la clause de rachat est à 6 millions. On rappelle qu'il y en a 2 des 6 qui vont aux joueurs. Donc en réalité, tu n'en payes que 4 au PSV, club qu'il a hébergé cette saison. Et c'est bien fait pour eux de le voir partir aussi peu cher, puisqu'on rappelle que l'été dernier, il nous narguait bien sur les réseaux sociaux par rapport au fait que initialement il devait prolonger avant d'être prêté chez eux et qu'au final il ne prolonge pas et il signe un vrai contrat en réalité chez eux. Bref, avec la clause de rachat. Donc on la lève, il repart en prêt juste derrière à Leipzig sans option d'achat, c'est Fabrizio Romano qui l'affirme, ça a été confirmé par des sources allemandes, même si à un moment donné Loïc Tanzi a émis l'hypothèse d'une option d'achat, ce qui pour moi est logique. Allez, j'ai l'habitude de tabasser tous les journalistes, Lolo le premier parce que c'est évidemment le porte-parole de Nasser, mais pour le coup, ça me paraît complètement logique que l'option d'achat ait été au cœur des discussions, que Leipzig ait tout fait pour quand même en avoir une, sachant que c'est un club qui est connu quand même pour son trading et pas développer des joueurs pour les autres clubs sans faire de billets derrière. C'est pour ça que ça me surprend complètement. Donc voilà, alors... Marrant, puisque en juin, il nous disait donc que le PSG n'avait pas d'entraîneur et que le PSV si. Au final, il a fait quelques entraînements avec Peter Bosz, qui n'a pas une bonne réputation en France par rapport à son passage à Lyon. Et tu as donc Luis Enrique qui a signé. Évidemment, ça a joué dans le dossier parce que entraîneur du Barça lorsqu'il était à la Masia, donc en 2015, 2016, 2017, Xavi Simons. Bien sûr que ça joue, même si de l'autre côté... en réalité, c'est plus Marco Rose qui a dû le convaincre tactiquement, puisque Luis Enrique, ok, il y a peut-être un projet long terme avec Xavi Simons. Bon, je suis pas sûr que des entraîneurs qui restent plus de 2 ans au PSG, ça existe maintenant, voire même dans le futur. Et puis donc, on se dit... qu'est-ce que Luis Enrique a pu avoir comme argument pour que du coup Xavi Simons re-signe, mais pour se recasser et pas jouer sous ses ordres. Bref. Moi, vraiment, je pensais, et en plus son changement d'agent, alors il était donc chez Mino Raiola, repris par Rafaela Pimenta. Je dis souvent qu'elle ne doit pas être bien aimée au PSG. J'ai le sentiment que la reprise de flambeau après le décès de Raiola n'est pas fameuse. Et
ce dossier va dans ce sens. Peut-être qu'avec Rafaela, il n'aurait pas abouti. Mais de l'autre côté, quand il change d'agent, on peut penser que c'est pour faciliter un départ vers la Première Ligue. Franchement, moi je pensais ça, qu'il allait viser la Première Ligue l'été prochain, après l'Euro, qu'il aurait sécurisé en restant au PSV dans son confort une année. Ou alors, au maximum, il aurait cédé aux sirènes de l'Angleterre dès cet été, pris un risque par rapport à cette compétition internationale. Mais voilà, moi je le voyais certainement pas revenir au PSG, où quand même c'est le bouillon pour ce genre de joueur jeune. Ce genre de joueur aussi, on va pas se mentir, parlons de manière crue, c'est peut-être dur pour lui, le genre de joueur qui n'a pas montré de qualité ultra forte, ultra au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que quand tu l'as vu jouer au PSG, alors cette saison il fait une super saison, mais je rappelle que le championnat hollandais à l'exportation, c'est pas fameux. Et sur ses minutes au PSG, il n'avait pas grand-chose du genre de crack qui est vraiment au-dessus de la moyenne, qui est vraiment sur une autre dimension. Voilà, c'est-à-dire que tu peux pas le comparer au début que fait Warren Zaïre-Emery cette année, dans un contexte qui est tout aussi déplorable que celui qu'avait Xavi Simons ou Pochettino, puisque Warren, lui, il a eu le droit à Christophe Galtier, qui le met milieu droit du 4-4-2 régular contre le Bayern à l'aller. Voilà, même si Warren a pour lui beaucoup plus de temps de jeu aussi. Mais donc voilà, Xavi Simons, pas un joueur qui a non plus voilà, cette étiquette de crack intersidéral, et deuxièmement, tactiquement, joueur qui a quand même besoin d'un cadre très précis. On parle d'un joueur, alors beaucoup nous diront qu'il est très polyvalent, je ne suis pas d'accord avec ça. On parlera tactiquement de quel joueur est Xavi Simons un peu plus tard dans la vidéo. Bah non, maintenant, puisque dans mes brouillons ça arrive. Je l'ai déjà dit, j'en ai fait une vidéo il y a 15 jours. Pour moi, le joueur parfait pour comparer Xavi Simons, c'est Christopher Nkunku. Et ça tombe bien puisqu'il va à Leipzig pour le remplacer. Donc le plan est vraiment absolument mais parfait. Enfin, c'est une opération parfaite en tout point de vue. Pour le club, maintenant je trouve que les supporters en font un peu trop. Bref, en gros je le vois comme un numéro 10, faux numéro 9, joueur attiré par l'axe, à l'extrême limite, le demi-espace, gauche, droit aussi, mais plus gauche, mais certainement pas comme un ailier pur à gauche, comme certains supporters peuvent le voir, et aussi comme le club peut le voir. On va y revenir. Les informations vont dans ce sens. Je pense qu'au club, on le voit comme un ailier gauche. Mais moi, personnellement, je le vois plus comme un joueur de dernier tiers, numéro 10, faux numéro 9. Peut-être pas relayeur parce que pas le volume de course, pas l'intensité au duel ou l'intelligence dans les déplacements pour être ce milieu box-to-box. Mais voilà, la première de ses qualités pour moi, c'est son apport dans le dernier tiers. Le fait qu'il ait cet instinct qui fait qu'il est capable de délivrer autant de passes décisives que de buts. Qu'il est capable de terminer avec une palette de finition quand même qui s'est beaucoup diversifiée cette saison. C'est la clé de sa progression. Et Zoumana Camara l'avait vu de manière très clairvoyante quand il l'a eu sous ses ordres, donc en U19, puisque c'est lui qui le fait monter d'un cran et qui le fait jouer faux numéro 9. Donc moi personnellement, je suis complètement d'accord avec ça. Joueur très offensif, comme Christopher Nkunku. Mais sur le côté gauche, par exemple, en 1 contre 1, je lui trouve pas assez de qualité d'élimination, peut-être aussi de percussion une fois que tu as dribblé pour déborder, porter le ballon, faire des conduites de balle. De toute façon, ce genre de joueur-là, qui déborde, qui porte la balle sur 30-40 mètres, ça se perd de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce genre d'ailier, déjà, il y en a beaucoup plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Et même sur le côté gauche, c'est quand même assez limité. C'est pour ça que le remplacement d'Mbappé, en matière de vision, t'es assez limité, disons. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il revient quand même dans un PSG qui est très chargé. Mbappé, Neymar, qui ne devrait pas partir. Nuno Mendes, ne l'oublions pas, quelqu'un qui, même s'il est latéral, évolue quand même assez haut sur le terrain, monopolise quelques ballons dans le dernier tiers, même si du coup, les deux pourraient être complémentaires, parce que Nuno est très bon pour être détonateur un peu plus bas sur le terrain, quand Xavi Simons est très bon aux abords de la surface adverse, là où Nuno a quelques défauts, peut-être une perte de lucidité, peut-être aussi un excès d'altruisme, parce qu'il fait souvent la passe alors qu'il devrait tirer. Bon bref, Lee Kangin aussi qui a été recruté à ce poste-là, le buteur qui va arriver, et Ekitike qui est toujours là, même s'il est sur le marché, l'Atalanta s'y intéresse d'ailleurs. L'ailier droit, Marco Asensio, que peut-être Luis Enrique verra comme faux numéro 9, comme Xavi Simons. Bref, et puis au poste de relayeur, mais encore une fois, d'un côté, s'il était resté chez nous, j'aurais pas vraiment compris en fait. Très objectivement, si on le fait revenir et qu'on le fait jouer cette saison,
je vois pas où tu le mets dans le 4-3-3 point de base de Luis Enrique. Dans la mesure où ailier gauche, comme je l'ai dit, je l'imagine pas trop. Relayeur gauche, tu as quand même Lee Kang-in, Verratti, tu peux peut-être aussi imaginer Neymar à ce poste-là. Peut-être numéro 9. Moi, en fait, c'est le poste où je le vois le mieux dans un 4-3-3 point de base. C'est peut-être faux numéro 9. Mais le problème, c'est que tu vas recruter un buteur qui n'a probablement pas la panoplie du faux numéro 9. Hein, parce qu'on va pas se mentir, on a plus de chances de recruter Vlahovic que Harry Kane, qui lui est un faux 9. Et en tant que relayeur, donc j'ai déjà expliqué, et lié pareil, en plus faux numéro 9, tu peux faire jouer Neymar, voilà, si tu veux faire ce genre de choses. Marco Asensio aussi, bon bref. Et puis Mbappé, n'oublions pas aussi qu'en tant que buteur, Mbappé sous Pochettino, il y a quand même des matchs qui sont bons. Et Mbappé sur l'aile gauche, si c'est pour faire les mêmes mouvements que cette saison, à savoir que des décrochages, aucun appel à vide pour libérer de l'espace pour ses partenaires ou offrir des solutions en matière de prise de profondeur, je suis désolé, mais autant le mettre en buteur, en réalité. Donc voilà, j'avais vraiment pas de lisibilité pour parler objectivement. Je suis peut-être dur avec Xavi Simons, mais j'avais pas trop de visibilité. Mais de l'autre côté, j'arrive à voir ce que le club voulait faire avec lui, puisque selon les médias, il serait resté si Neymar et Mbappé partaient. Donc autant vous dire que au sein du club, on le voit comme un ailier gauche pur, tout simplement. Voilà, Luis Enrique, Luis Campos, Nasser, tout le monde. Bref. Donc voilà. Quelque chose qui me surprend encore plus, comme je l'ai dit, c'est Leipzig, qui accepte de le prendre sans option d'achat sur un an. C'est quand même absolument énorme pour un club qui a la réputation de recruter complètement les joueurs pour faire du trading. Voilà. Là, pour sa progression, c'est incroyable. Enfin, c'est le plan parfait en réalité, parce que nouveau championnat, c'est-à-dire qu'il va prendre en expérience parce qu'il va encore changer de vestiaire. Xavi Simons, mine de rien, il a fait Masia, la France, le départ au PSG très jeune, la Hollande, la Bundesliga. Il manque juste un petit prêt dans un club anglais et après, terminé. Là, je pense que tu peux lui trouver une place de titulaire au PSG si les deux prêts sont concluants, évidemment, d'ici là. Donc bref, la Bundesliga, championnat où il va avoir des espaces, des possibilités de faire des statistiques. En plus, comme je l'ai dit, Nkunku est parti. Szoboszlai aussi a signé à Liverpool alors que c'était quelqu'un qui occupait un petit peu la zone de Xavi Simons. Mais vraiment, il va avoir un super temps de jeu là-bas. Marco Rose, voilà, bon entraîneur pour progresser. Contexte parfait. Honnêtement, très objectivement, en matière comptable, tactique et tout ça, le faire revenir pour le faire repartir en prêt, c'est parfait. Et c'est super surprenant parce que je ne voyais clairement pas le joueur accepter de revenir en étant une espèce de monnaie d'échange. Voilà. C'est-à-dire que le mec, tu le fais pas revenir pour tes intérêts sportifs, tu le fais revenir parce que tu le fais revenir à 10 fois moins cher que sa cote sur le marché des transferts. C'est tout. C'est pour ça que c'est un bon coup en fait. C'est pour ça, pour rien d'autre. Parce que derrière, on va voir l'année prochaine quand il reviendra de prêt, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte encore. Voilà. Bon bref. En plus, Leipzig qui nous prend El Shaddai. Alors, visiblement, il a passé sa visite médicale où ça ne saurait tarder. 15 millions. Alors, d'un côté, au vu de ses performances ces 6 derniers mois, Shaddai, tu te dis 15 millions, c'est vraiment bien payé. Mais de l'autre, au vu de son potentiel, de son âge aussi, qui est quand même très jeune, 18 ans, qui vient de fêter, tu te dis qu'il y a vraiment de grandes chances que Leipzig fasse une réelle plus-value sur le dossier. Donc, les 15 millions, au final, s'avèrent être un dossier normal, sans plus. Mais voilà, à l'instant T, évidemment, au vu de toutes les bourdes qu'il a fait, les défauts qu'il a eu, et surtout le fait que c'est pas possible pour lui de rester sur le long terme dans le groupe pro PSG, il doit descendre d'un cran en matière d'exposition, de contexte collectif aussi, hein, d'attente et d'exposition messagère. Bon, bref, c'est vraiment parfait. Bref. Pareil avec Xavi Simons, j'appelle au calme. Voilà, le coup est parfait de la part du club, mais je vois des supporters juste avant que l'option d'achat soit annoncée, les mecs qui nous disaient Xavi titulaire au PSG, on va se détendre les gars. Voilà, c'est quelqu'un qui sort d'une excellente saison bien évidemment, mais encore une fois, j'attends de voir l'exportation par rapport au championnat des Pays-Bas. Sous Pochettino, bien sûr, il a l'excuse du contexte déplorable, par exemple, sa première titularisation contre Rennes, c'est en tant qu'ailier droit. Comme je disais, c'est clairement pas son poste, c'est vraiment le pire des postes qu'on ait pu lui donner. Et puis surtout, derrière,
son match est pas bon, et derrière, il est au placard. Donc évidemment, circonstance atténuante, mais sur le peu qu'on a vu, il n'y a quand même eu rien de transcendant par rapport à Warren Zaïre-Emery, où dès ses premières apparitions, là tu te dis, oui, t'as un vrai crack qui te fait progresser le ballon. Et encore, Warren, si vous reprenez mes débriefs, j'étais aussi mesuré. Parce que pour moi, les trucs machin bandés sur les jeunes, c'est pas trop mon truc. Donc bref, je suis très content de ce dossier. Et puis surtout, voilà, l'année prochaine, peut-être que tu peux faire une belle affaire aussi. Le revendre 35, 40 millions, 50 peut-être s'il fait une bonne saison à Leipzig en première ligue. On voit Nkunku qui est vendu 60 à Chelsea au vu de sa saison. C'est peut-être sous-évalué 60. Après, c'est un deal qui est bouclé dès le mois de novembre 2022, donc logique que ce soit un petit peu moins cher aussi, puisque à ce moment-là, bah, il n'était pas blessé, vous me direz, mais de l'autre, il n'avait pas fini aussi meilleur buteur comme il finit là, après son retour de blessure. Il est tout aussi fort qu'avant, c'est ça qui est exceptionnel en fait, qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, 60, c'est pas très cher. Bon bref, Paredes, accord PSG Galatasaray pour 6 millions selon l'équipe. Ça me fait marrer parce que c'est un des mecs où il y avait des gens qui nous disaient il faut le garder, qualité technique. Bien sûr, pour faire progresser le ballon, il a des qualités techniques et tout ça. Peut-être aussi pour enflammer un match vis-à-vis de son vice. Mais je pense qu'au-delà du vice, c'est surtout un joueur qui me paraît un petit peu limité, voilà, un petit peu abruti, sans lui manquer de respect. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui choisit ses matchs, quoi, qui colle pas trop au football moderne par rapport à son volume de jeu, joue un peu en pantoufle, même si bien sûr des références en Ligue des Champions, et on l'a remplacé piteusement la saison dernière. Mais enfin, si c'était le crack que certains nous vendent, hein, s'il fallait absolument le garder, pourquoi on le vend 6 millions à Galatasaray et pas 40, 50 à un top club européen? Je pose la question, bien évidemment. Maintenant, le joueur se laisse une semaine pour réfléchir. On va voir s'il va accepter ou non. Je terminerai avec les gardiens. Puisque selon Fabrice Hawkins et RMC Sport, alors, pas les plus fiables. Voilà. Hugo Lloris, contact avec le PSG la semaine dernière. Il serait ouvert à l'idée d'être numéro 2. Al Hilal, Arabie Saoudite, le suit aussi. Donc autant vous dire qu'en matière de salaire, je pense que c'est beaucoup plus lucratif là-bas. Maintenant, comme Lucas Hernandez, il y a sûrement aussi la possibilité de se rapprocher de sa famille en venant en France pour Hugo Lloris. Maintenant, franchement, c'est un gardien que j'adore par rapport à l'équipe de France. Il y a la musique qui court ces derniers temps, qui vise à le critiquer pour ses tirs au but, son jeu au pied. Aussi dans le vestiaire, hein, son capitana et tout ça, par rapport à l'affaire Benzema par exemple, hein, on sait que c'est un cadre Hugo Lloris, par rapport à sa femme aussi les gars, parce qu'en termes de femme, après avoir fait la femme de Thiago Silva, celle de Di Maria aussi, hein, qui s'est pas gêné pour faire les stories Insta quand il le fallait, celle de Lloris, bon c'est pas une craque non plus quoi, disons. Donc franchement j'adore Lloris et je n'irai pas dans cette musique qui vise à le critiquer constamment, même si je fais de l'autre côté partie des gens qui pensent que Didier Deschamps, le fait qu'il soit un petit peu enseigné école, ça l'a desservi sur les séances de tir au but, parce qu'un entraîneur nouvelle école style Thomas Tuchel aurait fait rentrer Mike Maignan sur les séances de tir au but contre la Suisse, contre l'Argentine, à la place d'Hugo Lloris, et peut-être que ça aurait payé, puisque Mike Maignan est un expert des pénaltys par rapport à Lloris. Mais bon, tout ça pour dire que un numéro 2, c'est quand même voué à jouer les vieux matchs de Coupe de France en janvier sous la neige, vieux matchs où tu as de grandes chances de te retrouver au tir au but, comme contre Nice de Christophe Galtier il y a 2 ans, où tu perds, hein. Je rappelle que ça fait 2 saisons où on se fait éliminer de la Coupe de France qu'on ne la remporte pas. Donc dans ta quête de retrouver ta suprématie, c'est un exemple très concret que je prends, mais voilà, tu peux te dire, bon, un numéro 2 mauvais sur les pénaltys, je comprends pas trop le truc quoi. En plus, quelqu'un qui est pas meilleur que Donnarumma au pied, si ce n'est pire, bon, ok. Qui en plus doit pas avoir un salaire bien moins élevé que Keylor Navas. Ok, encore une fois, c'est un peu bizarre, même si pour les quotas français, là je suis complètement d'accord. Voilà. On en reparlera. Par exemple, Bounou, qui a été annoncé au PSG ce week-end. Médias français et médias espagnols d'ailleurs ont relayé cette rumeur. Alors ok, il y a une ouverture très claire. Séville ont des problèmes d'argent. Il a été annoncé que tous leurs joueurs sont sur le marché des transferts parce que c'est vraiment critique la situation chez eux. Par exemple, dans une précédente vidéo, je vous parlais de Diogo Costa, le gardien du FC Porto.
c'est quand même plus facile d'imaginer Bounou que Costa, dans le sens où Costa, le FC Porto, pour une fois, n'ont pas eu besoin de faire une grosse vente avant le 30 juin pour assainir les comptes. Donc aujourd'hui, ils vont mieux qu'on le pense. Donc Costa, 50 millions, je ne sais pas s'ils les acceptent Porto en fait. Je pense que limite ils te disent paye la clause libératoire qui est à 75. Alors que Séville, il est annoncé selon les médias espagnols qu'il demande 20 millions pour Bounou. Alors évidemment, Bounou a 10 ans de plus que Diogo Costa, donc bien sûr est beaucoup moins cher. 20 millions, bon, comme j'ai dit, il a 32 ans, donc tu te dis 20 millions c'est peut-être un peu cher. De l'autre côté, vu sa Coupe du Monde, sa cote et tout ça, on sait tous que post-Coupe du Monde, le marché des transferts est très souvent dérégulé complètement. En témoigne évidemment Enzo Fernandez qui est fait au bout du mercato hivernal alors que Chelsea se positionne de suite pour 126, 130 millions d'euros. Bref, c'est complètement ahurissant quoi. Donc voilà. Même si je trouve que les Marocains ne sont finalement pas exportés si bien que ça. Alors on a Unai qui au final au bout du mercato pareil signe pour 10 millions à Marseille. Ziyech qui le deal au PSG qui capote. Amrabat aussi évidemment qui signera finalement pas au Barça et probablement pas dans un top club européen. Bon bref. Bon dans tous les cas Bounou, je suis assez mitigé dans le sens où s'il vient, je pense que à la différence de Lloris qui lui accepterait, je pense, un vrai poste de numéro 2, lui ce serait plus numéro 1 bis. Clairement, je veux absolument pas. À l'instant T, oui, Bounou est meilleur que Donnarumma, que ce soit au pied et dans les airs. Les airs, c'est ce qui m'embête le plus avec Donna. Parce que quand tu es un colosse, que tu es gigantesque et que tes pieds font du 50, quelque part, c'est assez logique qu'en matière de qualité technique à la relance, tu t'y retrouves pas. Mais par contre, que tu sois pas impérial dans les airs, alors que tu es un colosse, ça me gêne un peu plus. Voilà. Et Donna, voilà, c'est vraiment ce qui m'embête le plus avec lui. Là où Bounou t'apporterait une vraie plus-value, par rapport à Diogo Costa, par exemple. Rappelez-vous la vidéo de la semaine dernière où je vous disais, Diogo Costa, il n'est pas non plus impérial sur les centres et la gestion des airs. Donc c'est pour ça que je ne suis pas à 100% pour signer Diogo Costa. Je suis plus pour laisser une saison à Gigio Donnarumma, voilà, avec une vraie défense. Parce que tu as quand même recruté Lucas Hernandez, qui est probablement ta meilleure recrue de l'RQSI après Thiago Silva au poste de défenseur central. Allez, peut-être après Marquinhos, parce qu'on ne va pas oublier le Marquinhos qui atteint son prime, même si depuis 1 an et demi, c'est quand même très compliqué pour lui. Il a connu un prime en 2020-2021 qui est quand même très 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 costaud. C'était vraiment gratin mondial à son poste. Donc voilà. Et puis, encore une fois, s'il y a bien un poste où tu dois prendre des Français pour tes listes UEFA, c'est gardien. Le gardien numéro 2. Pourquoi ? Parce que, alors la question sur les listes, c'est pas d'avoir pas assez de joueurs français, mais c'est plus d'avoir trop de joueurs étrangers. C'est-à-dire que tu dois avoir 17 joueurs étrangers maximum. Là, aujourd'hui, j'en compte 18 avec les recrues. J'inclus Cher N'Dour, le crack du Benfica, dedans, puisque visiblement, pas de frais pour lui. Évidemment, les lofters ne sont pas dans les 18 que j'évoque. Wijnaldum, Keylor Navas, Paredes, Icardi, ils n'y sont pas. 18, donc tu dépasses déjà les quotas. C'est-à-dire que si tu recrutes encore des joueurs étrangers, il va falloir songer à virer de la liste des joueurs style Soler, Bernat, Renato par exemple. Donc ça peut être compliqué. Peut-être que Kimpembe n'y sera pas sur la première liste de la première moitié de saison, puisque lui, le retour est prévu pour le mois de novembre, où globalement, il te restera qu'une ou 2 journées de phase de poule Ligue des Champions à jouer. Donc voilà, la question, c'est vraiment pas de recruter trop de joueurs étrangers en réalité. Donc pour le poste de numéro 2, je pense qu'un Français ne ferait pas de mal, disons. Voilà. Parce qu'encore une fois, on nous parlait du projet IDF, Île-de-France, mais au final, le projet qui est en place, c'est le projet UNICEF. Parce que tu as recruté Coréens, Uruguayens, Slovaques, Espagnols, tu pistes un Serbe. Bref, c'est vraiment, voilà, le PSG n'est plus le Front National à recruter sur la nationalité française, mais est devenu l'ONU, voilà, on recrute en mode casque bleu. Bref, bonne soirée à vous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve prochainement pour continuer à parler des rumeurs qui courent encore une fois dans ce mercato parisien. On parlera un petit peu de Mbappé, Neymar et Nuno Mendes demain. C'était ce que j'avais prévu dans mes brouillons, mais là voilà, 24 minutes de vidéo, ça fait peut-être un peu trop déjà.
Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain ou après-demain en fonction de tout ce qui va sortir. Il y a le dossier Vlahovic aussi qu'on suit de très près. Ciao les amis.